Une question. Mali aide au développement de Paris. Message de Bamako Larbin. Nous nous interrogeons. Mali aide au développement de Paris. Message de Bamako au Larbin. Nous nous interrogeons. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok et bientôt, sûrement dans les ménages. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles aux panafricanistes. Pour mieux comprendre la situation, je vais vous lire d'ailleurs le communiqué des autorités maliennes. Et oui, communiqué numéro 042 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a pris note de l'annonce faite par la France le 16 novembre 2022 des mesures suivantes. La suspension de son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russe et des risques de détournement de cette aide. B. L'octroi direct aux ONG françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le gouvernement de la transition réaffirme que ces allégations fantaisistes sont sans aucun fondement et considère cette annonce de la junte française comme un non-événement. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis le mois de février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. On continue justement. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix de partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants et d'autre part dans le soutien actif aux groupes terroristes opérant sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le gouvernement de la transition invite le peuple malien à rester serein et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte implacable contre les groupes terroristes. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. C'est fait à Bamako le 21 novembre 2022. C'est signé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Voilà pourquoi nous nous interrogeons justement, mesdames, messieurs, Mali aide au développement de Paris, on met développement entre guillemets. Message de Bamako au Larbin, en tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant à l'université de Douala et surtout sociologue. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir et nous saluons particulièrement tous ceux qui nous suivent depuis le Mali et l'Afrique de l'Ouest. Très heureux de vous avoir, j'espère que vous allez bien. Très bien. Nous allons justement nous interroger, alors nous nous interrogeons ce matin, Mali aide au développement entre guillemets, de Paris. Message de Bamako Larbin. Je commencerai par demander si ce n'est pas un message de Bamako aujourd'hui aux autres Larbins du continent africain qui travaillent encore pour la junte française. C'est un message fort aux Larbins. C'est une manière de leur dire que le larbinisme n'a plus de longs jours sur le continent, que le larbinisme est désormais découvert, que leur entreprise de collusion avec les prédateurs internationaux, oui, les terroristes sponsors de terrorisme dans le monde,
cette activité est en voie d'extinction. Et les États comme le Mali et le combat que mènent tous les panafricanistes visent à accélérer l'extinction de cette espèce-là. Cette espèce-là. Mais cette espèce, justement, c'est ancré sur le continent africain. C'est les francophiles, les anglophiles, les américanophiles. Ils travaillent pour leur maître. Oui, ils travaillent pour leur maître. Vous savez, c'est bien parce qu'on nous parle des larpins, beaucoup vont se limiter à ceux qui sont francophiles. C'est bien parce que vous avez, mon frère Gauss, vous avez touché toute la panoplie. Oui. Il y a des suédophiles, oui. Il y a les danophiles, il y a les norvégophiles, il y a même les japonophiles, oui. Les nipponophiles, s'il faut dire comme les nippons, les nipponophiles, les coréonophiles, les sud-coréonophiles. En fait, c'est une histoire qui commence avec un homme étrange, Klaus Schwab. Klaus Schwab. On revient encore là-dessus sur lui aujourd'hui. Oui, le fils du général Schwab, général SS, qui était l'un des patrons des unités d'élite d'Hitler, le Führer, la grande menace planétaire, l'homme que tout le monde insupporte. Mais pourtant, on se rend compte que le fils de l'un de ses meilleurs généraux oui. est devenu une personnalité très influente et maître à penser du World Economic Forum, WEF, qui est le promoteur de New World Order, avec un travail sur les oligarchies internationales. Les endocolons ont ce site particulier, et quand on a cité toute la généalogie de Klaus Schwab, elles ont ce site particulier qu'elles sont dans le projet de l'unité spéciale SS, qui était le transhumanisme, mais qui devait se faire à partir du projet hitlérien. Oui. Aujourd'hui, Klaus Schwab a réussi à domestiquer ce projet. Il a rendu ce projet plus viable dans la sphère du civil et il était accompagné par des hommes comme Michel Foucault, qui a travaillé à la construction de la France-Afrique. Dans cette France-Afrique, on a vu les mécanismes de cooptation de l'élite intellectuelle, de l'élite économique, de l'élite politique. Il y avait aussi les réseaux de l'Église catholique, bien sûr, il faut le reconnaître, qui ont travaillé à la cooptation de ces élites-là et qui ont fabriqué des gens qui ne défendent que les intérêts des oligarchies occidentales. Alors, les larbins, c'est tout cela. Aujourd'hui, avec le World Economic Forum de Klaus Schwab, on a élargi la palette de recrutement. Figurez-vous, nous vivons avec des gens qui, au quotidien, nous les prenons, nous disons, c'est un frère, c'est un ami, il est dynamique, il est simplement engagé. Oui. En fait, c'est des gens qui sont allés se lier à des compromissions bizarres dans des organismes comme le Lions Club, oui. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Young Global Leaders, avec aujourd'hui la French African Foundation, qui travaille à la cooptation des jeunes africains. Et ça, c'est surprenant. Quand vous regardez les profils de 2021 qui ont été cooptés dans ces affaires, c'est des jeunes qui semblent anodins. Ils ont entre 29 et 36 ans. C'est des jeunes qui sont cooptés pour faire partie de l'école de l'arbinisme, du grand groupe des larbins. Alors le Mali a sectionné la veine jugulaire des larbins au niveau du Mali, mais ceux qui sont actifs, pas ceux qui sont dormants. Parce que quand vous regardez les recrutements de Young Global Leaders via la French African Foundation, les nouvelles recrues, c'est des jeunes et il y a des Maliens parmi. Ça veut dire que l'action qu'a posée le Mali, c'est un pavé dans la mare qui va nous permettre d'abord de nous émanciper de cette prétendue aide. Nous avons parlé de l'élargissement du tissu des larbins. Avec le WEF, ce qui a été davantage accentué, c'est qu'on nous a envoyé des jeunes qui travaillent, des personnes qui travaillent dans l'humanitaire.
qui se présentent comme étant des humanistes. Vous connaissez un peu les origines du mot, ou du moins ceux qui se réclament être humanistes. Donc, ils se réclament être des humanitaires. Vous avez des actions dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Oui. Les deux, c'est tenu par les ONG. Et ces ONG sont une continuité du World Economic Forum. Vous avez aujourd'hui un ensemble d'acteurs qui intègrent encore ce larbinisme. Par exemple, vous avez pour beaucoup des gens qui sont cooptés dans ce qu'on appelle la recherche des énergies alternatives, ou bien l'agriculture l'agriculture alternative, celle de 4e génération, avec les questions environnementales. Vous savez, des gens qui sont cooptés dans ces secteurs et qui sont tous aujourd'hui des gens qui tournent autour du World Economic Forum. Tous ces gens sont des larbins. Le Mali a permis de sectionner la veine jugulaire au niveau de ce qu'ils ont appelé le travail humanitaire. Le Mali a dit on n'en veut plus. Le Mali a refusé l'aide, la prétendue aide, qui n'a en fait qu'un crédit. Un crédit à taux d'intérêt de moins de 5%, qu'on appelle l'aide. En fait, c'est un crédit qui finance essentiellement les entreprises occidentales. Parce qu'ils vous imposent, quand ils vous accordent ces crédits, oui, l'entreprise qui va réaliser le marché, ils vous imposent le type de produit que vous allez utiliser, c'est généralement leur produit. Et ils vous imposent encore les types de techniciens que vous recrutez à un certain niveau, qui sont encore les produits de leur école. C'est pourquoi leur école fabrique des travailleurs et la nôtre fabrique des chômeurs. Donc, ils vous contrôlent à travers ce crédit que vous devez rembourser et qui va générer des intérêts que vous allez également rembourser, mais qu'ils ont présenté savamment sur le plan médiatique comme étant de l'aide. Ils vont utiliser à côté des ONG qui vont faire de l'espionnage, parce que dans les contrats de collaboration entre, par exemple, ils peuvent venir à l'université chercher un expert, et dans ce cadre, ils cooptent des experts à l'université, qui, par le biais du salaire, vont être liés à l'activité qu'ils mènent sur le territoire. Vous allez remarquer que lorsque des universitaires sont pris comme consultants sur des projets à des ONG et qu'ils ont travaillé pendant 3-4 mois, oui, ils ont envie de revenir parce que les salaires sont généralement alléchants. Et maintenant, c'est eux qui deviennent les courtiers du travail humanitaire. C'est eux qui font la promotion du travail humanitaire. C'est une stratégie bien pensée qui leur permet de survivre en légitimant leur action. Alors qu'ils font du renseignement, ils font du contre-espionnage et ils font également de la déstabilisation. Parce que c'est parfois les ONG qui vont dans les villages, qui travaillent à la radicalisation des populations, parce qu'elles vont leur rappeler qu'elles sont pauvres, parce que leurs États ne s'occupent pas d'elles. Alors que vous allez trouver des populations qui vivaient dans une situation où elles ne ressentent pas la pauvreté. Vous savez, la pauvreté peut être créée, entretenue et même construite du point de vue idéologique. Parce que quand vous arrivez dans les villages africains, même si les gens n'ont pas $1, ils peuvent parfois cuisiner avec moins d'$1. Parce que dans nos villages, dans nos campagnes, vous avez de la viande pratiquement gratuite. La viande, c'est le gibier qui est en brousse. Il suffit d'avoir des chasseurs et vous avez du gibier. Parfois, c'est des poulets qu'on élève. Vous avez les compléments alimentaires. Par exemple, les féculents, c'est gratuit. Manioc, dans nos villages, M. Goss, vous savez, c'est gratuit. Le plantain, c'est gratuit. Le macabo, c'est gratuit. Sauf dans des périodes exceptionnelles de sécheresse où il n'y a pas eu une bonne récolte. Tous ces produits-là sont accessibles. Et tout ce qu'on recherche, c'est le sel, le cube, qu'on peut acheter pour le cube, qui est même d'abord un élément très dangereux pour la santé. Donc, pour les cuissons, ils ont besoin de très peu de choses, Et pourtant, les ONG, quand elles y arrivent, qu'est-ce qu'elles leur font miroiter? Avec leur personnel qui est très bien rémunéré, qui roule carrosse, elles leur font croire que marcher à pied pour aller chercher de l'eau, c'est de la souffrance. Parce que c'est comme ça qu'on construit la souffrance. Vous êtes né dans un environnement où nous, on allait puiser l'eau quand on était petit. On allait puiser l'eau peut-être à 1 ou 2 kilomètres. On n'a jamais ressenti ça comme étant une difficulté.
mais des gens viennent vous dire que ça, c'est de la misère et vous intégrez au fur et à mesure que c'est de la misère. Donc, elles vont construire un nouvel idéal social dans ces populations. Elles vont les dépayser au fur et à mesure, sans pourtant leur faire voyager. Elles vont leur raconter ce qu'elles entendent par être une vie agréable, donc elles changent l'idéal commun et elles vont intérioriser un ensemble de revendications politiques chez ces populations qui participent de ce que nous appelons la radicalisation. Parce que quand on a construit un nouveau narratif chez un individu, on peut le contrôler, on peut l'amener à des réactions tout à fait voulues. Donc, elle radicalise nos populations. Ça, c'est encore là où ça se fait de manière soft. Parce qu'il y a des lieux où Médecins sans frontières, comme on l'a vu au sud-ouest et au nord-ouest, a transporté les armes, a transporté les combattants. Donc, est devenu une partie prenante du conflit en facilitant l'activité des terroristes sur le terrain. Donc, c'est des organisations qui ont un rôle tout à fait néfaste. Mais par le pouvoir de l'argent, les rémunérations tout à fait intéressantes, leur position comme étant des organisations qui font de l'humanitaire, elles ont réussi à contrôler certains pans de nos économies sociales. Jusqu'à preuve de contraire, la France dit qu'elle va arrêter son aide de développement du côté du Mali. La France a déjà aidé quel pays? Et de quelle aide parle-t-on? Déjà, il faut reconnaître une chose, la France ne peut pas aider le Mali et la France n'aide pas le Mali. La France fait des crédits au Mali à moins de 5%, c'est les crédits qu'on appelle l'aide. Et quand vous prenez de 2013 à 2017, oui, c'est la statistique officielle, on vous parle de 463 millions, voire 473 millions d'euros. Si vous prenez en valeur absolue au CFA, vous êtes dans l'ordre de 270 milliards de francs CFA, ou bien 300 milliards de francs CFA, environ. 300 milliards de francs CFA. Quand vous regardez que c'est un crédit qui a été accordé à l'État du Mali, vous prenez sur 5 ans, bien sûr 4 ans, ou sur 5 ans, vous êtes à moins de 100 millions d'euros annuels accordés à l'État du Mali. Si vous prenez le besoin d'investissement de l'État du Mali, il est de l'ordre de plus de 1000 milliards de francs CFA annuels. C'est-à-dire on est autour de 2 milliards d'euros. Comment la France aide avec quelque chose qui ne représente même pas 1% du besoin de financement de l'État du Mali en matière de budget d'investissement? Si vous prenez en matière de budget de fonctionnement, c'est peut-être là où on pourrait se dire qu'il y a quelque chose, mais encore là, c'est petit parce que l'État du Mali en budget de fonctionnement, pour les questions liées au salaire et tout, c'est 700 milliards de francs CFA. Si vous prenez les 700 milliards, si vous prenez moins de 100 millions d'euros, vous avez encore quelque chose comme 50 milliards. On a encore, c'est très faible, c'est même pas 10%. L'État du Mali, à contrario, a montré qu'il pouvait bien se passer de l'aide et s'en sortir. Oui. Souvenons-nous qu'en février 2022, l'État du Mali a été mis sous embargo avec le conseil et la participation active de la France, oui, au niveau de la CEDEAO. Et l'État du Mali, pendant cette période, les calculs, c'était lesquels? Les calculs, c'était ceci, c'est que les stratèges du Quai d'Orsay avaient pris simplement leur carnet de bord et avaient regardé les modes de financement du budget de fonctionnement. Parce que l'enjeu, c'était créer une crise sociale, une révolte sociale à partir de la cessation de paiement ou bien de l'incapacité de paiement des salaires. Ils ont regardé que l'État du Mali, pour la veille, dans 2021, pour payer les fonctionnaires, a contracté un crédit de 300 milliards auprès de la BCEAO, a levé sur les marchés financiers 200 milliards sous-régionaux et a réussi à trouver 200 milliards pour réaliser les 700 milliards. Ils se disent, si on part en base simple, ça veut dire que si on les empêche d'avoir accès au marché financier, et là vous comprenez les sanctions autour de l'embargo, oui, la BCEAO qui gère les avoirs du Mali, 200 milliards, la BCEAO qui empêche le Mali de pouvoir avoir accès à des financements extraterritoriaux, les stratèges du Quai d'Orsay se disent « mais le Mali nous sera servi sur un plateau d'argent ». Mais ça ne s'est pas réalisé.
Tout au contraire, en mai 2022, le Mali réussit à procéder à une augmentation salariale. Le Mali rembourse ses engagements, honore ses engagements internationaux en matière de remboursement de la dette. Et le Mali se porte bien parce que le Mali achète du matériel militaire à la Russie. Parce que beaucoup disent, c'est de l'aide, oui, mais c'est de l'aide parce que c'est du matériel de très bonne qualité acheté par le Mali. Donc, les Maliens réussissent à maintenir un standing tout à fait élevé et à rester dans les standards de gestion qu'ils ont connus. Et les Maliens, en ce moment, ne sont pas sous perfusion internationale. Donc, si le Mali peut réaliser tout seul tous ses engagements, oui, en fait, l'aide prétendue de la France n'était qu'un canular. Ce n'était qu'un stratagème pour s'imposer comme étant le monopole, le partenaire en monopole avec le Mali, pour continuer à perpétuer les accords léoniens qui avaient été signés dans les années 60. Et puis, si on pousse encore la comparaison, la diaspora malienne lève annuellement, envoie au Mali, 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Vous imaginez 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, quand vous vous convertissez en CFA, vous êtes dans l'ordre de 600 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. Comparé aux moins de 100 millions d'euros de la France, maintenant, vous voyez que c'est une goutte d'eau. Ce n'est rien. Et quand vous regardez l'argent que la France prête au Mali, la France impose les secteurs dans lesquels c'est investi. Et généralement, c'est les secteurs à forte plus-value ou bien des secteurs sociaux. Et ces secteurs, généralement, ne touchent pas la population. Les secteurs culturels, pardon. Ça ne touche pas la population lambda. Qu'est-ce qu'ils vont alimenter? Ils vont alimenter quelques ONG qui disent former à l'entrepreneuriat, mais en fait qui font du renseignement, qui essayent de coopter des jeunes qui vont eux-mêmes déstabiliser leur propre pays. Voilà ce qu'ils font. La petite vendeuse, le petit éleveur, est-ce qu'il ressent l'aide française? Non. Non du tout. Alors que les 1 milliard de la diaspora, c'est ça qui vous crée la nouvelle boutique, c'est ça qui vous crée le nouveau bâtiment qui est tout neuf, hein, qui permet de loger les fonctionnaires maliens. C'est ça qui vous permet de booster l'économie avec peut-être les véhicules qui sont achetés. Donc, c'est eux qui participent à la vie économique. Donc, la France était simplement dans une posture où elle surenchérissait sa participation et l'embargo, Dieu merci, nous a révélé que cette surenchère ne tenait à rien. Le Mali, à contrario, dispose, que ce soit en interne, de leviers pour davantage améliorer sa compétitivité économique, mais également avec sa diaspora. Et pour aussi corriger, parce qu'il y a beaucoup, quand ils nous regardent, ils disent « Oh, diaspora, il a dit diaspora » et puis il ne comprend pas qu'il y a une contradiction. Non, 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 non. La diaspora malienne la plus importante et la plus grande contributrice dans ce que les 1 milliard n'est ni en Europe ni aux États-Unis. Rassurez-vous. La diaspora malienne d'Europe et des États-Unis fait au maximum 200 à 300 millions d'euros, de dollars, comme fonds envoyés au Mali. Celle qui est la plus importante contributrice est sur le continent. Parce que les Maliens, ils sont un peu partout sur le continent africain. Et bien plus nombreux en Côte d'Ivoire. Une bonne partie de l'économie ivoirienne repose sur la diaspora malienne. Là-bas, ils sont les plus importants. Et ils sont également en Afrique centrale, notamment au Cameroun, oui, sur plusieurs pays africains. C'est là où on retrouve la plus importante. Près de 80% de la diaspora malienne est repartie sur le continent africain. Donc à ce niveau encore, vous voyez que s'il y a même pertinence, même si la France venait à prendre des mesures de rétorsion en empêchant la diaspora d'envoyer les fonds, celle qui est en France, ce sera encore une broutille. Terminons rapidement, puisqu'il nous manque plutôt 2 minutes pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste. Le colonel Assimi Goïta, il faut également dire que dans cette lettre datée du 21 novembre dernier, et puis il faut préciser que le colonel Abdoulaye Maïga rappelle quand même que le colonel Assimi Goïta a donné comme cadre de refondation le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Est-ce que la France n'a pas compris ça une bonne fois pour toutes?
pour foutre le camp entièrement et totalement au Mali. Elle le comprend finalement par les gestes forts qui sont donnés par le gouvernement malien, que nous saluons d'ailleurs. Oui. Et nous croyons qu'il faudrait aller un cran au-dessus. Vraiment, les Africains qui participent au Young Global Leaders, il est mieux qu'on les déchoive de la nationalité. C'est urgent pour la sécurité de nos États. Quand vous allez dans une affaire des États-Unis, on ne veut pas être l'Union européenne. Macron, il était dans cette affaire en 2016. Voilà, il a mis la France au service. Tout à fait. Von der Leyen, c'est la même chose. Les Belkacem, c'est la même chose. Najat Vallaud-Belkacem, les Ramaya, c'est pareil. Ces réseaux de cooptation états-unienne, les larbins, on n'en veut plus. Il faut qu'on stoppe. Parce que l'autre partie du combat, vous avez vu ce jeune Malien qui a réalisé ce documentaire polémique avec un média français, où il a carrément raconté des mensonges en mondovision sur l'armée malienne. Ce genre de personnes, c'est larbin. Il faut aller plus profondément. C'est-à-dire, au-delà d'empêcher à la jeune française d'avoir une influence directe, il faut que ceux qui se prêtent au jeu de la jeune française reçoivent également les foudres de nos pays. Ce sera la meilleure manière de protéger nos pays contre ces gens. Et en outre aussi, nous invitons les Africains, les panafricanistes, à créer des ONG fortes. Nous devons rentrer dans le marché des ONG comme nous l'avons fait dans le marché de la communication, comme nous avons battu les médias mensonges sur le plan de la communication. Nous devons les battre sur le terrain de l'humanitaire. Nous devons avoir nos propres ONG. Nous encourageons parce que cet appel que nous lançons est de plus en plus suivi par des Africains. Nous disons merci à tous ceux qui envoient des propositions. Il faut que ces propositions arrivent aux autorités maliennes et ça va arriver, nous vous le garantissons. Créons nos propres ONG, nos propres organisations, contrôlons notre propre élite, contrôlons nos territoires. Si les Africains ont leurs propres organisations non gouvernementales, financées par les hommes d'affaires africains, financées par les Africains, eh bien, nous aurons une meilleure maîtrise de notre souveraineté et de la gestion de l'humanitaire sur les terrains de crise. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir, mon frère Goss. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.